Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Before Work de My Happy Job by Moodwork. Je suis Fabienne Brocarel, la fondatrice de My Happy Job. Je suis ravie de vous accueillir du coup en ce lundi matin à 9 heures. Donc comme vous le savez, notre format Before Work, c'est une demi-heure assez pratique avec aujourd'hui deux expertes et on va parler de vos envies de changement parce que si vous êtes là, c'est que vous vous posez pas mal de questions. Donc on va essayer d'y répondre au maximum. Donc, je vois déjà les habitués avec beaucoup de bonjours dans le chat. Donc, en effet, n'hésitez pas à vous emparer du chat, à nous dire voilà où vous êtes, à nous partager aussi vos témoignages, vos questions. Il y a un onglet questions également. Donc, on va faire une demi-heure de présentation avec Marina et Caroline que je vais vous présenter. Et ensuite, on répondra pour ceux et celles qui veulent rester à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à nous du coup partager vos propres expériences dans le chat. Et vous avez Nathan qui va vous accompagner dans le chat et qui vous partagera aussi des ressources pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin. Bonjour Marina et Caroline. Bonjour Fabienne. Moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, pour vous présenter, vous êtes du coup experte en reconversion, en changement de job. Vous réalisez notamment des bilans de compétences et vous avez écrit un super livre, forcément, puisqu'il est dans la collection My Happy Job que j'ai là, qui s'appelle Trouver sa voie et qui convient du coup parfaitement au thème d'aujourd'hui. Alors, vous avez un cabinet qui s'appelle Oser rêver sa carrière et je vais vous laisser vous présenter. Puis après, je vous laisse les clés. Hein. C'est l'idée de ce Before Work pour voilà, essayer de mettre un petit peu les mains dans la pâte et voir aller titiller les questions qu'on peut avoir quand on a envie de changer de job. Et juste pour vous donner un chiffre, il y a un dernier sondage de Microsoft qui montrait qu'il y avait 40% des salariés qui avaient envie de changer de job après la crise du Covid. Donc c'est assez énorme, on est presque à 1 sur 2. Donc tout le monde ne passera pas le cap, mais en tout cas c'est une période où on se pose beaucoup de questions par rapport à son travail et à ses envies de reconversion. À vous de jouer, mesdames. Merci Fabienne. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors Fabienne, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Merci beaucoup. Alors Marina, si tu veux qu'on se présente toutes les deux peut-être en 2 petites minutes? Et on y va. On y va? Tu introduis ou j'introduis? Allez, bon, pour changer, je vais introduire. Donc moi, bonjour à tous, je m'appelle Caroline Averti et je suis consultante en transition professionnelle. Donc comme disait Fabienne, j'accompagne au quotidien des femmes et des hommes qui se questionnent sur leur carrière, leur job. Et puis j'accompagne aussi des personnes qui sont en souffrance au travail. Et ça, c'est un petit peu la deuxième casquette d'Oser rêver sa carrière, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont malheureusement en épuisement professionnel. Voilà, je fais ça depuis 5 ans. Et avant, j'étais RH dans mon ancienne vie, puisque je suis une reconvertie moi-même. Voilà. De mon côté, je dirige donc le cabinet Oser rêver sa carrière. Nous sommes 6 dans l'équipe. Et comme Caroline le disait, on a effectivement 2 casquettes. Une casquette reconversion, transition de carrière. Donc, on accompagne des personnes qui souhaitent changer de voie, voire même changer de vie. Et puis également des personnes qui sont en souffrance au travail, notamment pour des raisons d'épuisement professionnel, de surcharge mentale, etc. Et on les accompagne via plusieurs dispositifs qui existent quand on veut changer de voie, à savoir le bilan de carrière, le bilan de compétences et l'outplacement. Et par ailleurs, moi, j'ai 41 ans, je suis maman d'un petit garçon. Et avant Oser rêver sa carrière, j'ai eu une première carrière dans le juridique, dans le droit, pendant 13 ans. Parfait. C'est parti? C'est parti. Alors, du coup, ce qu'on va vous proposer ce matin, c'est vraiment une première approche pour vous poser les bonnes questions si vous n'êtes pas bien dans votre travail, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, hein, ça va plus dans mon job, par où je commence. Et donc, avec Marina, on va vous donner 5 conseils pour démarrer votre réflexion. Donc, il y aura vraiment des conseils. Et puis après aussi, on va vous proposer des petits exercices pratiques que vous pourrez faire une fois que le live sera terminé. Fabienne, tu nous as dit que tu enverrais en effet le contenu aux participants. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toute la partie pratique dans un mail et vous pourrez comme ça continuer à réfléchir tranquillement chez vous une fois la matinée terminée. Exactement. On y va sur la première clé ? Alors, le prérequis pour nous, en tous les cas, c'est notre vision avec Caroline. Quand on n'est plus bien dans son job, quand on se pose des questions, quand on a l'impression d'être dans un confort finalement inconfortable ou même qu'on est en surcharge professionnelle,
L'idée déjà, c'est de se créer un espace physique et mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'emparer du sujet et en faire un vrai sujet dans sa vie. C'est-à-dire que vouloir changer de job, se poser des questions, c'est bien, c'est le préalable, mais pour passer à l'action et en tous les cas répondre à vos questionnements, il faut au préalable en faire un sujet complet, presque un dossier si vous voulez. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y consacrer du temps. Et pour y consacrer du temps, on sait tous qu'on a toujours des rythmes de vie un peu effrénés, avec mille et une choses à faire, et le quotidien bouffe beaucoup d'espace, le travail aussi. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai un sujet à traiter, j'ai ce questionnement-là dans la tête depuis un petit moment, et ben, je vais enfin m'emparer du sujet, je vais enfin en faire quelque chose. Et donc, planifier, en fait, dans votre agenda, des espaces qui seront exclusivement dédiés à ce questionnement, à votre cheminement, à votre introspection, à votre réflexion. Et pour ça, il faut sanctuariser du temps, c'est-à-dire bloquer des espaces dans l'agenda qui vont être, une fois encore, exclusivement dédiés, qui vont être des moments pour vous, des moments un peu cocon pendant lesquels vous allez réfléchir, avancer. Ça, c'est vraiment le prérequis. Vous pouvez le faire tout seul. Il y a beaucoup de choses qui existent. Fabienne le disait, il y a des livres, il y a des podcasts, il y a beaucoup de choses sur Internet également. Donc, si vous sentez que tout seul ou toute seule, vous arrivez à avancer, impeccable. Si en revanche, vous sentez qu'au bout d'un moment, c'est la page blanche et que vous tournez en rond et que c'est compliqué, que vous atteignez des limites, là, ça vaut le coup de se dire, bon, bah, je me fais accompagner parce que seul, j'ai atteint une limite. Donc, l'idée, c'est déjà au niveau du temps, d'en faire un vrai sujet, comme si vous déménagiez, comme si vous décidiez de prévoir des vacances. Il y a un dossier à traiter, on y va, on place du temps. Et après, au niveau purement concret et matériel, c'est de vous outiller. Truc tout bête, c'est prendre un petit carnet, un cahier qui va être dédié exclusivement à cette question, dans lequel vous allez pouvoir tout consigner et tout centraliser, parce que l'idée, quand on avance comme ça et qu'on chemine, c'est aussi de ne pas perdre de matière. Et donc, de centraliser un petit peu tout ce que vous faites, les exercices, vos sources d'inspiration, vos notes, etc., de façon à avoir, on va dire, une sorte de journal intime, ou en tout cas journal de bord de votre réflexion. Alors, on vous a mis des petites questions que vous pouvez lire en bas du slide, dans le « À vous de jouer », qui sont des questions que vous pouvez vous poser, mais tranquillement, sans vous dire « je me mets la pression pour y répondre dans les 24 heures ». Non, tout ça, c'est un cheminement qui se fait dans le temps. Donc, l'idée, c'est de répondre à ces questions de façon à avancer, et une fois encore, un petit pas après l'autre. Ça, c'est vraiment important. Merci Marina. Et donc en effet, sur cette partie-là, ce qu'on avait envie de vous transmettre ce matin, c'est vraiment de se créer ce cocon, cet espace de réflexion, comme disait Marina, dans nos vies qui sont hyper bien remplies. On a ce questionnement qui est là, et souvent on ne sait pas trop quoi en faire entre le travail, la vie à la maison, etc. Et donc c'est vous demander vraiment quel est le meilleur moment, peut-être dans votre semaine, hein, pour consacrer ce temps. Où est-ce que vous vous sentiriez le mieux pour avoir cette réflexion? Est-ce que ce serait chez vous, dans une pièce dédiée? Est-ce que ce serait plutôt dans un café? Vous seriez peut-être loin des enfants. Voilà. À quel endroit et quand est-ce que vous pourriez être le mieux pour mener cette réflexion? Et donc ça, c'est notre premier conseil. Notre deuxième conseil, c'est alors quelque chose qui peut paraître un petit peu évident, mais c'est vraiment la première chose à faire, c'est de démêler ce qui ne va pas, donc de démêler vos motifs d'insatisfaction. On n'a pas trop envie de s'y coller en général, parce que c'est vrai qu'aller regarder ce qui ne va pas, c'est pas forcément très agréable. On a plutôt envie de se projeter vers la suite. Mais c'est le premier pas, en effet, pour comprendre en fait ce qui fait que ça ne va pas aujourd'hui. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Fabienne. Merci beaucoup. Donc, un premier tri qu'on vous propose, alors pas de faire ce matin, mais en tout cas de vous donner la méthode, c'est de vous demander ce qui ne va plus aujourd'hui. S'il y a du mal-être, voire de la souffrance au travail, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et parfois, quand ça ne va pas, on a tendance à tout voir en noir et à pas aller voir exactement ce qui ne nous convient plus. Donc là, on vous propose de démarrer cette réflexion ce matin en vous demandant qu'est-ce qui ne vous va plus aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt votre cœur de métier, c'est-à-dire vraiment concrètement les missions que vous allez faire dans votre job? Donc, est-ce que ce sont vos tâches au quotidien
qui ne vous plaisent plus, voire sont source de souffrance pour vous. Et alors, pour voter, juste, on vous a mis un petit lien WooClap, parce que du coup, vous allez voir, il y a à la fois le petit QR code, et en même temps, Nathan va vous mettre du coup le lien WooClap / MyHappyJob. Et comme ça, vous pourrez voter du coup par rapport à ce que vous dit Caroline, et ça va s'afficher du coup sur. Voilà, je vois que plusieurs personnes se connectent. Donc le temps que voilà, on vous présente les différentes options, après vous pourrez du coup voter par WooClap. Génial. Et oui, je vois qu'il y a les habitués de WooClap qui connaissent déjà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas WooClap, c'est un outil de vote en ligne où vous allez pouvoir justement partager avec nous alors en l'occurrence sur cette question-là, ce qui ne va plus pour vous dans votre métier. Donc soit vous scannez le petit QR code qui est sur le slide, et bon, on a tous l'habitude maintenant des QR codes malheureusement, soit vous tapez l'adresse mail qui est juste à côté. Voilà, que Nathan vous a mis dans le chat. Top, ouais, que Nathan a mis dans le chat. Donc, en effet, qu'est-ce qui ne va pas pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment votre métier qui ne va plus? Et là, pour le coup, si c'est le cas, peut-être réfléchir à changer de métier, donc à parler de reconversion. Mais si ça se trouve, ce n'est pas tant votre métier qui ne va plus, c'est peut-être votre environnement de travail, vos conditions de travail, c'est-à-dire la boîte pour laquelle vous travaillez, son ADN, ses valeurs, ou alors les gens avec qui vous travaillez. Parfois, nos relations au travail sont tellement source de souffrance qu'en fait, c'est ça qui fait que ça ne va plus. Est-ce que c'est plutôt vos conditions de travail, des trajets trop longs vers le boulot, votre salaire qui ne va plus? Alors, parfois, malheureusement, ce sont les deux. Et puis, parfois, c'est autre chose. Parfois, finalement, c'est l'équilibre vie pro, vie perso qui ne va pas. Et quand on commence à démêler tout ça, on se rend compte que finalement, notre job ne nous déplaît pas tant que ça, mais qu'il y a quelque chose d'autre à côté qui fait que ça ne va pas. Alors, je vais passer à la slide d'après, comme ça, vous pourrez voter. Et voilà, comme ça, du coup, normalement, sur votre téléphone ou sur le lien, du coup, vous pouvez choisir, du coup, qu'est-ce qui ne va plus. Voilà, ça apparaît en direct, c'est parfait. D'ailleurs, Caroline, je rajoute un petit truc. C'est vrai que tu disais en dernière option, c'est vrai que parfois, on se rend compte, nous, que nos accompagnés, finalement, n'ont pas une source d'insatisfaction précise au travail. Hein. Parfois, ça se joue sur un autre pan. Et sur la question de la conciliation vie pro, vie privée, on parlait de rythme effréné tout à l'heure, mais clairement, hein, quand on est dans un rythme hyper soutenu et qu'on a du temps pour rien, finalement, il y a aussi des personnes qui se disent finalement, ce n'est pas le boulot qui ne fonctionne pas, mais c'est mon organisation de vie de façon générale. Et les personnes se rendent compte qu'en dehors du travail, elles n'ont rien pu faire les derniers mois, les dernières années. Et du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'on a envie de réinvestir et cultiver en dehors de la sphère professionnelle de façon à arriver à un équilibre et donc essayer l'épanouissement dans les deux sphères, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc voilà, quand on amorce un questionnement comme ça, c'est important de se dire qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout. Ça peut être une reconversion radicale, une reconversion douce, une reconversion partielle, on peut se lâcher, cumuler deux jobs, mais on peut aussi être amené à redessiner en fait les contours et le contenu de sa vie sans pour autant faire bouger les lignes au niveau professionnel. Donc voilà, il y a plusieurs options. Tout à fait. Non, tu as raison. Et là, je viens de terminer un accompagnement. Tu vois, typiquement, c'était exactement ça. La personne a déménagé. Et à travers ce déménagement, finalement, elle a réussi à rééquilibrer. Et elle n'a pas changé de métier, en effet, pour l'instant. Et là, on le voit avec les chiffres. Et merci beaucoup de partager avec nous. C'est hyper… même pour nous, hein, c'est très, très chouette de pouvoir voir finalement ce que vous traversez. Et on voit bien que là, dans les chiffres, le cœur de métier, c'est pas forcément ça qui pêche. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le cas. Et puis, attention, en réponse 3, il y a les deux. Oui, les deux. Et c'est bien de savoir qu'en effet, à un moment, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux, soit autre chose en plus ou à côté, typiquement l'équilibre de vie. Ok. Fabienne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, revenir sur le slide précédent? Oui. Merci beaucoup. Donc, une fois que vous vous êtes posé cette première question de finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est mon métier? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est autre chose? On vous propose pour continuer, après la matinée, de prendre le temps de lister vraiment tous vos motifs d'insatisfaction, tout ce qui ne va pas. On sait que ce n'est pas un travail très réjouissant parce que là, on va plutôt voir du côté des choses qui font que ça ne va pas trop, mais c'est important de le faire. Et regardez si en effet ces motifs ils sont plutôt liés au cœur de métier.
ou à ce qui l'entoure. Et puis, en face de chaque motif d'insatisfaction, commencez à réfléchir à ce que vous pourriez mettre à la place, de transformer finalement ce qui ne va plus en un critère de votre futur cahier des charges. Si je vous prends un exemple on en parlait avec Marina juste avant de démarrer, j'ai trop de temps de trajet entre mon domicile et mon travail. Ça m'épuise, j'ai 1h30 de trajet, c'est pas possible. Bon, ça, on sait que c'est ça qui ne va plus. Comment je le transforme? Combien de temps de trajet, par exemple, serait acceptable pour moi? Ou peut-être de se dire, moi, finalement, j'ai envie de trouver un métier où je peux travailler de chez moi. Voilà, transformer ce motif d'insatisfaction en quelque chose, finalement, de souhaitable pour votre futur projet. Et in fine, le but, on va dire, final de l'exercice, c'est évidemment, ce que disait Caroline, de détricoter un petit peu et tirer la pelote de laine sur ce qui va et ce qui ne va pas. Mais c'est d'arriver aussi à terme à ce qu'on appelle un cahier des charges. Un petit peu, imaginez, vous faites construire votre maison, vous allez peut-être solliciter un entrepreneur, lui demander de faire comme ci, comme ça, et surtout pas comme ci, surtout pas comme ça. L'idée, c'est d'arriver en fait à établir votre cahier des charges à vous, qui sera évidemment pas le même pour Pierre-Paul Jacques, avec dedans vos critères qui sont absolument non négociables, incontournables pour la suite. Et là, déjà, vous allez avoir une trame, c'est-à-dire une ossature. Ça ne répondra pas à l'intégralité de vos questionnements, mais c'est vraiment l'amorce et c'est un prérequis qui est vraiment important. Et dans le chat de réflexion intéressante, on nous dit en effet le Covid a remis dans les préoccupations, dans les aspirations, l'équilibre de vie et le sens au travail. Clairement, quand on regarde toutes les études, c'est vraiment, je dirais, les attentes des collaborateurs et des salariés qui voilà, sont prédominantes. Et on nous demande, Jessica nous demande, est-ce qu'il n'est pas intéressant de mettre en parallèle ce qui ne va plus, ce que je ne veux plus dans mon travail avec ce qui va bien? Est-ce que c'est aussi intéressant de se poser cette question-là? Tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait ça. Vous verrez justement dans le à vous de jouer, c'est ce qu'on vous propose aussi de lister tout ce que vous souhaitez garder en fait dans votre situation actuelle. Ça viendra compléter le fameux cahier des charges qu'évoquait Marina. On vous a mis le petit tableau là que nous on utilise chez Oser rêver sa carrière, ce que je veux et puis ce que je ne veux plus. Comme disait Marina, on peut aussi aller un cran plus loin en mettant ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Ça va vraiment permettre de faire le tri. Donc voilà, c'était la première, deuxième étape. Après s'être constitué un petit cocon d'espace-temps, commencer à démêler ce qui ne va pas. Et puis après, on vous a mis en troisième étape, finalement, les grandes étapes par lesquelles nos accompagnés passent quand ils dessinent leur futur projet. Alors évidemment, on ne va pas le faire en 30 minutes là, mais on vous a mis quand même les 4 grands conseils qu'on trouve important de vous partager ce matin. Je veux bien que tu ailles sur la slide d'après. Merci beaucoup. Alors, comme disait Marina, il y a vraiment cette notion des petits pas. En général, quand on n'est pas bien quelque part, et moi je suis passée par là, donc je sais vraiment de quoi je parle, quand on n'est pas bien, on a envie de changer tout de suite. On a envie que ça aille vite, on a envie que la souffrance ou l'inconfort s'arrête. Or, une réflexion sur un projet professionnel, ça prend du temps. Et il y a vraiment cette notion de petits pas qui est importante. Premier petit pas que nous, on vous conseille, c'est le fait vraiment de commencer par se connaître soi avant de chercher un nouveau projet. Ça peut paraître pareil un bateau, mais le fameux « connais-toi toi-même », c'est vraiment la démarche numéro 1 avec laquelle nous, on commence avec nos accompagnés. Qui je suis? Et à partir du moment où je sais qui je suis, c'est quand même vachement plus simple de trouver un projet qui est en cohérence avec ça. Donc, les questions à se poser, elles sont nombreuses dans le qui je suis. Dans notre bouquin, vous avez un peu plus de détails sur le sujet, mais c'est finalement, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Quelles sont les activités qui me plaisent vraiment, dans lesquelles je vais me sentir en énergie, dans lesquelles je vais me sentir bien? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, cette question-là, je me la suis posée à 35 ans. Je ne me la suis pas posée tout de suite, malheureusement. Donc, pendant des années, j'ai fait un boulot où je n'étais pas forcément en train de faire quelque chose que j'aimais profondément. Quelles sont mes forces? Quels sont mes talents? Alors, même si le mot talent peut faire un petit peu peur, mais dans quel domaine est-ce que je suis vraiment douée? Et pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Marina, mais ces 2 piliers-là de qu'est-ce que j'aime vraiment faire et dans quoi je suis vraiment douée, c'est quand même nos 2 jambes pour vraiment s'orienter. C'est vraiment des guides d'orientation qui sont clairement, c'est la notion de flow. Peut-être que certains ou certaines ont déjà entendu parler de cette notion, mais le flow, en gros, c'est une situation où vous faites quelque chose, une activité, quelle qu'elle soit,
et vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes complètement dedans, vous oubliez les préoccupations extérieures. Et en fait, s'appuyer sur tous ces petits moments que vous avez pu vivre, ces moments de flux, ces moments de flow, ça donne en fait déjà un faisceau d'indices, ça donne des indicateurs pour peut-être dessiner la suite. Donc, ça revient à ce que Caroline disait, c'est se connaître et donc s'étudier, étudier aussi son comportement dans le passé jusqu'à présent pour voir où ont été nos zones de ressources, nos zones de bien-être et puis nos zones aussi d'efficacité. Donc voilà, c'est un pan qui est vraiment très important, qui prend du temps. Hein. Là, on en parle comme ça en quelques secondes, mais ça prend beaucoup de temps à analyser quand on le fait vraiment correctement. Mais comme tu disais, Caro, c'est un vrai pilier. C'est vraiment le pilier numéro 1 et on commence par ça, hein, avec Marina, toutes les deux quand on accompagne, c'est d'aider les gens à se connecter avec qui ils sont vraiment. Et une fois qu'on a cette réponse-là, faire le tri dans les options de pistes, c'est quand même vachement plus… C'est pas forcément facile, mais en tout cas, c'est un peu plus facile. Et puis, quels sont mes besoins actuels? C'est-à-dire qu'au-delà de qui je suis, mon contexte de vie aujourd'hui fait que j'ai quels besoins en termes de ressources, de flexibilité, de localisation de mon job, etc. Donc ça, premier conseil. Deuxième conseil qu'on voulait vous donner, une fois qu'on est bien connecté avec qui on est, c'est d'ouvrir à fond les chakras. Alors, je ne savais pas trop comment le dire autrement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est aligné avec qui on est, on capte en fait beaucoup plus facilement toutes les pistes qui nous passent sous les yeux parce qu'on arrive à capter qu'elles correspondent à ce qu'on attend et à qui on est vraiment. Donc, c'est vraiment d'être très curieux en fait dans cette étape-là de votre questionnement, de capter toutes les idées qui vous viennent. Je me souviens, Marina, tu avais évoqué ça une fois, ça m'avait beaucoup parlé, de dire, mais si quand vous ouvrez un magazine et que vous lisez une interview, il y a un métier qui vous parle, notez-le. Si vous êtes en balade dans votre ville et que vous voyez une affiche sur le cul d'un bus avec quelque chose qui vous interpelle, notez-le. Parce que c'est finalement toute cette captation d'idées qui va faire que petit à petit, vous allez explorer des pistes et puis jusqu'à arriver à la bonne piste pour vous aujourd'hui. Donc vraiment, ouvrir les chakras et être très connecté aussi avec votre intuition et votre cœur. Alors, on en parle beaucoup en développement personnel, etc., mais c'est vraiment important. Au final, c'est quand même le cœur souvent qui choisit. Alors, évidemment, on prend en compte des critères objectifs, mais souvent, quand même, notre cœur et notre corps savent ce qui nous plaît vraiment et ce pourquoi on est fait. Ouais, c'est un mouvement de balancier, hein, toute cette réflexion. On est à la fois sur l'envie, comme le disait Caroline, sur le cœur, et en même temps sur la faisabilité, la viabilité, le réalisme. Donc, c'est construire et trouver une voie ou des voies, en cas de slashing par exemple, qui vont à la fois être à nouveau enthousiasmantes pour vous et en même temps prendre en compte toutes vos contraintes et les contingences financières, familiales, organisationnelles, etc. Donc, c'est un subtil dosage. Exactement. Troisième clé, je vais accélérer un peu parce que je vois que le temps passe vite. Vraiment, clé super importante, c'est le fait de passer à l'action. Nous, on le voit, c'est ce qui fait la différence à un moment dans un projet. Soit on reste un peu dans le mental, dans sa tête, et là, les questions peuvent vraiment tourner en boucle sans forcément qu'on trouve de réponse. La façon de trouver des réponses, c'est petit à petit de passer à l'action. Et passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire changer de métier tout de suite. Au contraire, ça veut dire prendre plein de petites actions qui petit à petit vont vous amener vers la bonne option pour vous, comme disait Marina. Donc, ça peut être, là, on vous a mis des exemples, mais interroger une personne dont le métier vous parle. Si vous êtes attiré par, là, on a mis la photo, faire une initiation à la photo pour voir si vraiment, quand vous êtes en train de faire cette activité-là, vous êtes dans le flow, justement. Aller à un salon sur une thématique qui vous intéresse. Bref, plein de petits pas qui vont petit à petit vous amener à clarifier les choses et à valider ou invalider d'ailleurs certaines idées que vous avez. Et puis, dernier conseil qu'on a envie de vous donner, c'est celui aussi de faire des breaks. D'un moment, ça peut être très pesant d'être dans ce type de réflexion et ne pas hésiter à fermer ce cahier de temps en temps, arrêter la machine à penser parce que nous, on l'a observé, hein, souvent quand nos accompagnés font des breaks, c'est là où il y a quelque chose qui s'éclaire parce qu'on a fait de l'espace. Ouais. Et on a laissé le vide, en quelque sorte, faire son job, qui est de nous montrer le chemin.
Et sur la question du passage à l'action, donc la technique des petits pas, c'est ce qu'on appelle le Kaizen, si certains d'entre vous connaissent. Et il faut vraiment se dire que dans ce processus-là, parfois, on est un peu frileux, parfois, il y a beaucoup de peur quand on envisage un changement. Et l'idée, en fait, pour défier la peur et pas se laisser donc immobiliser ou paralyser par ça, c'est vraiment de se dire, je passe à l'action, tu le disais très bien, Caro, c'est des micro-objectifs, des micro-pas, mais ce sont toutes ces petites avancées qui vont faire que déjà, vous allez vous sentir proactif ou proactive. Et du coup, la confiance en vous va venir. Et c'est vraiment par l'action qu'on a la confiance en soi et non pas l'inverse, comme on peut le croire de temps en temps. Et il faut aussi se dire que si jamais aussi il y a une reconversion au bout du chemin, tous ces petits pas permettent aussi de parer au syndrome de l'imposteur, parce que quand on arrive dans un nouveau secteur, on peut se sentir parfois un peu imposteur, non légitime, non crédible, etc. Et c'est tout le processus que vous aurez mené au préalable, les rencontres, etc., qui va vous permettre de revêtir un peu les codes et de comprendre la dimension du métier d'après. Donc, tout ça, en fait, c'est une super préparation de la suite. Mais voilà, il faut prendre aussi son temps et accepter que ça s'étale dans le temps, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tout à fait. Alors, ce qu'on vous propose après la matinée, c'est… alors, bon, c'est pas grave, je me souviens ce que j'avais mis. c'est d'aller regarder une vidéo sur le flow, justement, Marina en parlait tout à l'heure. Donc, pour vous connecter, pour ceux qui ne connaissent pas, avec ce super concept qui va vraiment vous aider dans votre questionnement. Il y a une vidéo de Mihaly Csikszentmihalyi que vous trouverez là sur notre présentation. Tu le prononces bien, Caro. T'as vu ? Je me suis entraînée, ça fait 5 ans que je m'entraîne sur cette prononciation. Et puis, comme disait Marina, nous, on vous propose aussi de là prendre une première petite action. Voilà, c'est quoi le premier petit pas que vous pourriez faire là dès cette semaine pour enclencher ce mouvement. Oui. Et une autre clé qu'on vous donne, c'est de vous constituer alors ce qu'on appelle la Dream Team. Tu peux peut-être passer le slide du coup, Fabienne. En fait, l'idée, quand on est en questionnement comme ça, c'est d'essayer en tous les cas un maximum d'avoir des bonnes ondes autour de soi, en tous les cas des ondes positives. Parce que, une fois encore, c'est un chemin dans lequel on peut être un peu frileux, un peu peureux. Ce sont les montagnes russes émotionnelles, très clairement, le processus de questionnement. Il y a de la joie, du doute, etc. C'est un vrai yo-yo. Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte de ne pas se laisser plomber par les autres. Parce que vous allez avoir dans votre entourage nécessairement des personnes qui vont être ultra positives et qui vont être boosters, qui vont être motrices, etc. Et puis d'autres, parfois, qui vont être un petit peu plus, alors sans aller jusqu'à être toxiques, mais qui vont être un peu plus décourageantes. Et on n'a surtout pas besoin dans ce processus d'être découragé ou d'être tiré vers le bas. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, pendant cette période potentielle de transition, de qui je m'entoure, par qui je m'entoure, de qui je m'entoure, oui, je vais y arriver. Quelles sont les personnes qui sont ressources autour de moi? Quelles sont celles qui ne vont pas me démonter mon projet? Quelles sont celles qui ne vont pas me sortir toutes les 3-4 minutes l'insupportable? Alors, t'en es où? Ce qui est absolument horrible quand on est dans un processus de transition. Toutes les 2 secondes, la famille, les voisins, les amis, le conjoint, la conjointe peuvent vous poser cette question et généralement, on en a ras-le-bol très rapidement parce que quand on se cherche, on ne sait pas répondre à cette question. Là, j'avance, mais je ne sais pas. Et les autres vous pressent un peu. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est de s'affranchir un peu de ce regard des autres, parce qu'il y a le temps né où qui va être vraiment sain et vraiment respectueux et vraiment intéressé. Ce sont les personnes qui ont vraiment envie de prendre de vos nouvelles et pourquoi pas de vous aider dans le chemin. Et puis, vous avez les autres qui vont vous renvoyer leurs angoisses, leurs propres peurs, même parfois qui vont être jaloux, consciemment ou inconsciemment. Donc, l'idée, c'est de faire un peu, pas le vide, il ne s'agit pas d'exclure, mais en tous les cas, de se dire, voilà, pendant cette période, je fais en sorte de me créer, toujours dans l'idée du cocon, mais en tous les cas, ma bulle, des personnes qui vont être ressources, quitte à ne pas trop en parler aux personnes que vous savez être frileuses ou décourageantes, et en parler à d'autres personnes. Et le plus important, par ailleurs, c'est le côté inspirationnel. C'est-à-dire que dans cet entourage qui va être stimulant pour vous, ça va être aussi de vous dire, je vais essayer d'aller questionner ou de m'entourer, de boire un pot, peu importe, ou de faire un call avec des personnes qui sont passées par là. Des personnes, par exemple, qui se sont reconverties ou qui sont allées dans le métier que vous convoitez, ou des entrepreneurs ou des freelances si vous envisagez cette option entrepreneuriale.
Avec Caro, on croit beaucoup, beaucoup à l'aspect inspirationnel parce que c'est motivant, on se rend compte que d'autres l'ont fait et ça nourrit. En fait, et on a besoin dans cette période, dans ce cheminement, d'être nourri, d'avoir des éléments extérieurs pour, une fois encore, nourrir la réflexion. Donc, c'est vraiment se créer, on va dire, un entourage sain et inspirant. Voilà, ça c'est important. Ça ne se fait pas là non plus en 2-3 mouvements, mais c'est tout à fait possible de le faire. Et puis, il existe aussi des groupes Facebook qui traitent de ce sujet-là. Il existe des masterclass. Enfin, voilà, il existe tout un tas de choses qui vous permettent de rompre un peu l'isolement qui est lié à ce questionnement-là et du coup de bien vous entourer, même avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, qui se posent les mêmes questions. C'est ultra rassurant de voir qu'on n'est pas seul dans ce questionnement-là. Oui, tout à fait. Et donc, vous verrez, pour terminer, en effet, on vous propose un petit exercice qui est celui de vous constituer votre Dream Team avec ces fameux cercles que vous avez vus sur la présentation, en mettant bien au cœur du cercle les personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Et puis, peut-être aussi, comme disait Marina, mettre à l'extérieur du cercle des gens qui peuvent être proches, mais qui ne vont pas forcément être ressources à ce moment-là de votre vie, qui vont vous aider sur plein d'autres choses, mais peut-être pas sur le questionnement pro. Et puis donc pour terminer, on va terminer avec un sujet qui est, on peut le dire, Marina, récurrent dans nos accompagnements, c'est celui de la peur. Comment est-ce qu'on apprivoise ces peurs quand on est dans un processus de changement? Et donc moi j'avais mis cette phrase que j'aime bien dire, la peur, une amie qui nous veut du bien, parce que souvent comme elle n'est pas très agréable à ressentir, la peur, c'est pas une émotion très sympa au niveau corporel. Elle peut nous nouer la gorge, nous nouer le ventre. On a plutôt tendance à ne pas vouloir la ressentir parce qu'elle n'est pas très agréable. Or, vraiment, la première chose qu'on voulait vous dire aujourd'hui là-dessus, c'est qu'avoir peur, c'est normal dans un processus de changement. Ça ne peut pas se faire sans peur. Moi, je ne connais pas une personne qui a transité, alors soit vers un petit changement, comme disait Marina, soit vers un grand changement. Et a fortiori, si c'est vers un grand changement, la peur, elle est d'autant plus grande. Mais avoir peur, c'est normal. Et donc, si vous attendez de ne plus avoir peur pour passer à l'action, là, vous risquez d'attendre longtemps parce que la peur, elle ne va pas partir. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un stade où on se dit, j'ai encore peur, mais j'y vais quand même parce que je sens que j'ai quand même assez de ressources pour y aller malgré cette peur qui est toujours là et qui est plutôt saine. Donc, avoir peur, c'est normal. Et puis, avoir peur, c'est utile aussi. Comme le disait Marina tout à l'heure, c'est heureusement qu'à un moment, vous avez peur et que vous ne vous lancez pas comme ça sur un claquement de doigts dans un changement de voie qui serait peut-être pas le bon. Donc, cette peur que vous ressentez, elle est vraiment utile. L'idée, c'est qu'elle ne soit pas, en effet, paralysante. C'est là où se jouent après les accompagnements aussi qu'on peut faire. C'est de faire prendre conscience de l'utilité de la peur. Heureusement que vous avez peur. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'aurait pas peur du tout, moi, ça me ferait peur. En l'occurrence, je ne sais pas pour toi, Maria. Oui, pareil. Quelqu'un qui n'a pas peur du tout dans un changement de voie, je me dis, waouh, est-ce que la personne a bien mesuré les risques, en fait, de ce qu'elle est en train de choisir? Donc, c'est normal, c'est utile. Après, en effet, comment est-ce qu'on dépasse ces peurs? Avant ça, on vous propose, pareil, un petit WooClap, si vous voulez retourner sur le WooClap pour que vous puissiez nous dire. Alors, vous allez scanner le QR code et on va vous remettre dans le chat du coup le lien. Et après, la question va s'afficher dès que je passerai à la slide suivante. J'attends juste un petit peu que tout le monde se reconnecte. Et Nathan va vous mettre le lien. Voilà. La magie. Et comme ça, du coup, tout le monde se reconnecte tranquillement. Et là, vous allez pouvoir, du coup, là encore, voter. Voilà. On a Christine qui soulève un point dans le chat qui est super important. C'est vrai que quand on est en questionnement comme ça, on a tendance à penser extérieur de là où on est, c'est-à-dire quitter son poste, quitter son entreprise, voire quitter le métier que l'on sait faire depuis très longtemps. Mais il y a une autre solution aussi qui consiste à opter pour la mobilité interne, c'est-à-dire à aller étudier et appréhender dans votre entreprise quel est le champ des possibles. Est-ce qu'il y aurait d'autres types de postes, d'autres fonctions qui pourraient vous épanouir? Et donc après, là, on n'a pas le temps de développer tout le process de mobilité, mais d'aller enquêter et chercher dans votre propre entreprise s'il n'y aurait pas un autrement, une autre façon de faire, un autre poste qui serait intéressant.
Alors, quand je pense à un éventuel changement. Parce que je trouve déjà super intéressant, je ne sais pas si ça va durer, mais on voit que la peur d'échouer est quand même très très forte et même devant la perte financière qui était déjà beaucoup abordée dans le chat. Donc c'était intéressant en effet le côté financier hein, qui entre forcément en compte, mais on voit que la peur d'échouer est quand même énorme. Hein. Oui. Ouais. Et juste pour partager avec vous, les 3 peurs là qui sortent le plus, hein, se tromper, moins bien gagner sa vie, perdre en confort et échouer, c'est clairement les 3 peurs qui reviennent le plus souvent aussi dans nos accompagnements. Donc dites-vous que ces peurs-là que vous ressentez, qui sont vraiment pas agréables, hein, elles sont partagées quasi par toutes les personnes qui souhaitent et celles qui ont changé de voie aussi. Une bonne façon de parer à la peur, lorsque c'est possible en tous les cas, c'est dans votre processus, quand vous commencez à avoir 1 ou 2 voies qui se dessinent et qui sortent un peu du lot, c'est d'aller faire du testing. C'est-à-dire, pourquoi pas opter pour une immersion. Je dis n'importe quoi, hein, mais imaginez que vous envisagez d'être fleuriste. Bon, allez passer 2-3 jours chez un fleuriste et puis là, vous pourrez mesurer vraiment le gap qu'il y a entre la fantasmagorie qu'on s'en fait, qui est un des gros écueils hein, de la reconversion, c'est de fantasmer l'après et de croire que c'est systématiquement plus vert et mieux ailleurs. Et puis, être les mains, tous les jours, les mains dans les ronces et debout, etc., il y a un gap important. Donc, pour valider, infirmer ou confirmer une piste, la technique du testing, en plus de ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les enquêtes métiers, ça vous permet quand même d'étayer et de nourrir votre réflexion et du coup, derrière, de prendre une décision et d'aller dans une voie en pleine connaissance de cause, aussi bien au niveau des avantages que des inconvénients. Parce que même l'après, même s'il y a une reconversion, il y aura toujours des inconvénients. L'objectif, c'est que les avantages et le plaisir soient évidemment supérieurs et que la balance penche dans le bon sens. Mais le testing, retenez-le, il y a plein de boîtes qui le font. Il y en a une qui s'appelle Test un métier avec laquelle on bosse qui est top au niveau de l'immersion. Et c'est vraiment important parce qu'on se met en situation réelle. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour se dire, OK, vraiment ça me plaît. Ou alors, non, finalement, fausse piste. Ouais, c'est pas ce que j'avais imaginé. Et je vois Géraldine qui disait aussi quelque chose d'intéressant. La confiance en soi est un facteur clé, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'elle est dure à acquérir? Et le fait d'avoir travaillé en amont sur qui je suis et notamment où sont mes talents, clairement, ça aide vraiment à asseoir la confiance en soi. C'est-à-dire à reconnecter avec ce qu'on faisait bien. Et donc, du coup, on se sent beaucoup plus capable, en fait, d'aller vers quelque chose qui nous attire parce qu'on sait qu'on a cet atout, cette force en nous. Donc, Géraldine, travailler sur les talents, sur vos forces, normalement, ça marche vraiment bien sur cette partie confiance en soi. On avait pas mal de questions dans le chat. Est-ce que ça vous va si on y passe ou tu voulais dire un dernier mot, Caroline, sur les peurs? Terminer sur la peur pour vous donner un peu la méthode que nous, on partage avec nos accompagnés. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, il y a des TED sur le sujet, la méthode de Tim Ferriss, qui vous propose, quand vous avez une grande peur comme ça, d'y aller en 2 étapes. La première étape, c'est de réfléchir à tout ce que vous pouvez faire pour éviter que ce scénario un peu catastrophe se passe. Donc, par exemple, si j'ai peur de me tromper de voie, de ne pas choisir le bon job, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter que ça n'arrive? Justement, je vais aller faire du testing, comme le disait Marina, je vais prendre mon temps, je vais aller faire des interviews, etc. Et puis, étape numéro 2, et là, on se confronte vraiment à sa peur. Hein. Si malgré tout ça, finalement, je me trompe de voie, si ma peur se réalise, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition si jamais ça se passe? Si jamais je me trompe de voie, peut-être que je peux retourner dans mon ancien job, ou peut-être que j'avais un plan B que j'activerai à ce moment-là, etc., etc. Et en fait, le fait d'aller au bout de vos peurs, hein, de se dire qu'est-ce qui se passe si vraiment ça se réalise, souvent on se rend compte qu'on a des ressources qui nous permettent de surmonter ça. Et donc la peur, mécaniquement, elle dégonfle quand même pas mal. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus pour vous donner un petit conseil d'accompagnement des peurs. Oui, donc c'est Tim Ferriss, hein, c'est ça? Exactement. Très bien. Du coup, on va passer aux questions. Et il y en avait pas mal, donc on va essayer de vous faire des réponses courtes, comme ça on va répondre au maximum. Alors, on avait une question déjà sur l'outplacement au tout début. C'est quoi exactement quand vous disiez que vous en faisiez? L'outplacement, c'est une technique qui vous permet, en fait, quand vous êtes salarié dans une entreprise et lorsque vous quittez l'entreprise, d'être financé par l'entreprise en question pour justement vous faire coacher
pour savoir ce que vous allez faire derrière ou pour retrouver un poste. Donc, en fait, c'est un gros coaching, si vous voulez, qui est assez long dans le temps et qui permet en fait de vous faire coacher pour retourner sur le marché du travail, que ce soit en version salariale ou en version entrepreneuriale, de faire un bilan de carrière et de travailler tous vos outils de candidature, CV, lettre de motivation, entretien, patati patata. Le gros avantage, c'est que c'est pris en charge par l'entreprise et non par vous. Voilà, en 2 mots. C'est très clair, c'est parfait. On nous disait aussi quand on faisait la liste de ce qu'on voulait plus et de tout ce qu'on voudrait, et du coup des changements, est-ce que c'est pas utopique de se dire qu'on aura tout, la mission qu'on veut, l'équilibre vie pro vie perso, le financier qui va bien, et du coup est-ce qu'il n'y a pas, vous parliez d'équilibre, moi je trouve que c'est une notion très importante, est-ce qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on en attend trop de cette reconversion? Si, je prends Marina, si tu veux, on fait un peu. Nous on dit souvent le job parfait, hein, un peu comme le mec parfait, si on le cherche. Non, mais si on cherche ça, on peut le chercher très longtemps. Le job idéal, il n'existe pas. En revanche, il y aura un job qui se rapprochera le plus de ce dont vous avez besoin au niveau non négociable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça nous paraît hyper important que vous fassiez ce tri-là. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et en effet, on sait très bien que dans tous les jobs, il y aura des choses moins plaisantes. Et en tout cas, il y aura le job qui se rapprochera le plus de votre cahier des charges. Et c'est celui-ci qu'il faut chercher. C'est clairement pas le job parfait. Ouais. On nous demande aussi, jeu de mots intéressant, faut-il changer de voix VOIE pour faire entendre sa voix VOIX? Et donc, voilà, quand on se dit, est-ce qu'il faut forcément se reconvertir, tout changer pour se sentir mieux dans son job? Non, il y a plein de façons, une fois encore, hein, de se sentir mieux dans son job. Mais alors, changer de voix VOIE pour faire entendre sa voix VOIX, quelque part, oui, parce que quand on change de job, en tous les cas, et qu'on va dans la bonne voie, ça veut dire qu'on s'aligne quelque part avec une partie de soi. Et du coup, une fois qu'on est aligné, on est beaucoup plus à même de s'exprimer, également de fixer des limites, d'opposer, voire d'imposer des limites ou des choses aux tiers, que ce soit l'employeur, le boss, les collègues, les enfants, le mari, les amis, le voisin, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que trouver sa voie VOIE, permet l'alignement. Alors, il n'y a jamais un alignement total à 100% tous les jours, du matin au soir. Mais le Graal, ce qu'on va chercher dans ces processus-là, une fois encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mieux. C'est-à-dire que l'après soit mieux que l'avant et soit bien mieux. Ça, c'est l'idéal. Mais la quête de la perfection du job d'après et du fantasme, une fois encore, hein, je reprends ce terme-là, c'est un gros écueil. Et ça, les accompagnants sont là aussi pour vous, entre guillemets, vous recadrer par rapport à ça, parce que le risque de déception derrière est trop important. Donc, c'est le bon job, c'est celui, une fois encore, hein, qui va avec vos critères, avec ce qui n'est plus négociable pour vous, avec ce qui vous met dans le flow, et en même temps, ce qui va vous permettre de gagner votre vie, parce que bon, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, c'est de pouvoir en vivre, voire idéalement, évidemment, bien en vivre. Donc, c'est la réunion de tous ces aspects-là qui permet de trouver ça ou ces voies. Ah oui, et j'ajouterais aussi parfois, moi si je prends mon exemple personnel, quand j'ai lancé My Happy Job, j'étais journaliste en poste et je me posais toutes ces questions-là. Et du coup, moi, l'idée, ça a été de passer à mon compte et de créer mon propre média, de me dire que je pourrais faire le job, mais à ma manière, comme moi j'ai envie. Et du coup, je suis pas devenue fleuriste ou boulangère, mais voilà, j'ai fait entendre ma voix, on va dire, d'une autre manière. Donc, c'est aussi intéressant de vous poser les questions si est-ce que, voilà, des fois, ça va être passé à son compte. Mais là non plus, c'est pas forcément le Graal, hein, faut pas non plus, voilà, avoir le côté trop utopique de la chose, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de se poser ces questions-là. On nous demande aussi, oser le changement après 50 ans, est-ce raisonnable ou pas? Et je crois que vous avez des coachés qui vont bien au-delà de 50 ans. Oh là oui. Ouais. Moi, j'ai eu quelqu'un, oui, qui a même préparé sa retraite avec moi. Donc, bien sûr, et c'est même parfois préparation de l'après-carrière qu'on fait. Mais oui, bien sûr, après, il faut tenir compte, en effet, de tout un tas de choses. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes envies selon nos âges. Mais clairement, aller vers plus d'alignement à tout âge, nous, on y croit beaucoup chez Oser rêver sa carrière. Ah oui, pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y a l'envie et il y a les... Comment dire? Et il y a les contraintes. Une fois encore, c'est ça qu'il faut prendre en compte. L'âge, le sexe, etc. Ça, ce sont des critères qui sont superflus, presque qui ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'envie de faire bouger les lignes, la méthode qu'on va utiliser pour le faire, et puis après le résultat.
Mm. On nous demande est-ce que c'est obligé de se faire accompagner et j'en profite pour faire le lien où on parlait aussi de l'ikigai. Donc du coup, c'était voilà, quand est-ce que ça peut être intéressant de se faire accompagner? Il y a des choses qu'on voit passer dans la presse ou des livres, etc. Par exemple l'ikigai, mais c'est pas forcément si facile tout seul non plus. Donc du coup, voilà, quand est-ce que vous conseillez de se faire accompagner? Moi, j'aurais tendance à dire que ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vraiment le sentiment que seul, on patauge. C'est-à-dire qu'on a essayé de s'emparer du sujet, on voit qu'on a pris un petit carnet, j'en ai un là sous la main, on a écrit 2-3 pages et encore, et au bout d'un moment, on tourne en rond. Je crois que là, c'est le bon moment parce que le risque, du coup, quand on est face comme ça au syndrome de la page blanche, c'est de refermer le cahier puis de dire, bon, bah non, finalement, j'ai pas l'idée, hop, je remets à plus tard et finalement, on change jamais. Et on reste dans ces conforts inconfortables ou dans des situations de souffrance. Donc, l'idée, c'est ça. C'est aussi quand on a très, très peur, c'est-à-dire qu'on sent que la peur nous ronge, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre qui va nous cadrer, qui va structurer notre démarche, etc. Et puis, en gros, ce sont les deux. Caro, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, si, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de si vous en ressentez le besoin, c'est que c'est là. Donc, il n'y a pas 50 questions à se poser. Soit vous y arrivez très bien tout seul ou avec l'aide de votre entourage et vous sentez qu'il n'y a pas de blocage trop puissant. Il y en aura des petits blocages, mais qu'il n'y a pas quelque chose qui vous englue. Soit vous vous dites non, je ressens vraiment le besoin d'un accompagnement. Et là, il y en a tellement sur le marché que vous trouverez forcément celui qui ira bien. Ça peut commencer par la participation à un petit atelier, par exemple, qui n'est pas trop engageant. Et puis après, prendre un coaching un peu plus conséquent. Je voyais juste une réflexion sur les recruteurs. Alors, je ne sais plus où c'était. Qui ont encore des a priori sur l'âge des candidats. On avait cette question-là sur. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains. Après, pour avoir été recruteuse moi-même dans ma vie d'avant, j'ai recruté des gens de tout âge et ça pouvait être vraiment un avantage que quelqu'un soit en fin de carrière sur certains postes. Je me disais, limite, c'est son dernier poste et la personne me le disait. Donc, comme ça, on est sûr de la fidélité, entre guillemets, de la personne sur la fin de sa carrière. Ça peut être vraiment un avantage. Donc, il y a pas mal de recruteurs qui sont plus du tout là-dedans et qui voient clairement des avantages à recruter des personnes plus âgées. Voilà. Ouais. Allez, j'ai encore 3 questions. Quand on parle des talents, comment connaître ces talents? Est-ce que vous avez des conseils? Parce qu'on n'est pas forcément bien outillé pour savoir soi-même ses talents. Caro, je te laisse développer sur les talents. J'y vais sur les talents. Alors, c'est vrai qu'en plus, le mot talent peut faire un petit peu peur. Donc, si le mot déjà vous dérange, vous pouvez le remplacer par force. Ça va peut-être vous aider. En gros, c'est d'aller voir les endroits où il y a du flow. Donc, peut-être connectez-vous déjà à cette notion de flow. Et puis, une fois que vous aurez bien compris ce dont on parle, ces moments où le temps passe vite, où on se sent vraiment connecté à ce qu'on fait, où on sent qu'on est doué dans ce qu'on fait, généralement, c'est qu'il y a un talent qui est en train de s'exprimer. Donc, connexion à votre flow et allez voir ce que vous faisiez à ce moment-là. Demandez aussi à vos proches. Très souvent, les gens sont ravis en fait de nous faire du retour, du feedback sur nos talents. Donc, ça peut être de leur poser tout simplement cette question à ton avis, quelles sont mes grandes forces? Ou alors, si tu devais venir me demander conseil ou de l'aide, ça serait sur quel sujet? Voilà. Et vraiment, explorer ces talents, c'est un faisceau d'indices. Donc, allez regarder du côté de votre enfance, qu'est-ce que vous faisiez déjà bien quand vous étiez petit? Allez regarder du côté des compliments qu'en général on vous fait, des feedbacks spontanés. Souvent, les gens vous font du feedback là-dessus. Et allez regarder du côté du flow. Et là, logiquement, il va y avoir des points communs. Et là, il y a vraiment à parier que ce sera vos talents sur lesquels vous aurez mis le doigt. On nous parle aussi de la vocation. C'est une question qui revient souvent, forcément, quand on essaye de changer de voie. Est-ce qu'on en a tous forcément une? Est-ce qu'on ne se met pas trop la pression des fois à se dire, voilà, il faut que je trouve ma vocation à moi pour toute ma vie? Moi, je la veux bien. J'aime bien cette question. Non, c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est presque tout le problème du questionnement quand on veut trouver sa voie, parce que à beaucoup d'endroits, on va lire, on va nous dire bon, alors, quelle est ta vocation, etc. Moi, je déteste ce mot. En tous les cas, j'aime pas l'expression la vocation. Quand on bosse dans nos accompagnements, on parle des vocations. Parce qu'on est tous pluriels, on a tous plusieurs. Alors, je déteste aussi le terme mission
de vie, pardon, pour celles et ceux qui l'adorent, mais on a tous plusieurs cordes à notre arc, on a tous plusieurs envies à des moments différents de nos vies. Et c'est là où aller travailler comme quelque chose comme l'ikigai va être intéressant parce que c'est un concept à multifacettes et il n'est pas exclusif. On ne parle pas que de vocation avec l'ikigai, mais si on devait aller définir un peu la vocation, ce serait l'élan. Voilà, quelle est notre boussole? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin? Qu'est-ce qui nous motive en profondeur? Dans quoi on a envie, à quoi on a envie de contribuer. Voilà, il y a sous la question de la vocation, qui est un terme générique, en fait, il y a beaucoup de sous-questions à se poser. C'est ça qu'on bosse en accompagnement. Et elles sont vraiment plurielles, là encore. Donc, il n'y a pas de... En règle générale, on n'arrive pas toujours sur une vocation à la fin d'un accompagnement. On arrive sur plusieurs grandes aspirations. Mais le terme de vocation, il peut faire très peur parce qu'on se dit, mais mince, quoi, moi, je suis destinée à une vocation et si je la loupe? Et là, du coup, hop, la peur de se tromper et d'échouer ou de ne pas trouver la bonne voie va se manifester avec beaucoup d'ampleur. Donc, ça peut être anxiogène, en fait, le concept de vocation. Donc, on désacralise et on travaille, une fois encore, en sous-objectif, en sous-questionnement qui vont permettre d'arriver donc à des élans particuliers, à des causes particulières, à une ou plusieurs boussoles qui nous guident et qui vont nous permettre justement de dessiner la suite. Oui. Et dernière question, on nous parle du temps que ça prend pour changer de voie, retrouver sa voie, se reconvertir. Est-ce que voilà, vous avez une moyenne? Est-ce que ça prend du temps? On en a conscience après les échanges qu'on a eus, mais du coup, est-ce qu'il y a une moyenne ou est-ce que c'est très, très variable selon les personnes? C'est variable. Alors, je commence et puis tu compléteras comme c'est la dernière question en plus. Non, c'est très variable selon les personnes. Ça dépend d'où vous en êtes dans votre chemin. Nous, on le voit avec nos accompagnés, il y a des gens pour qui ça va assez vite et d'autres personnes pour qui le processus est un peu plus long. Et c'est OK, en fait, chacun en est au stade qui est bon pour lui. Ce qu'on observe quand même, c'est quand il n'y a pas un changement de voie radical, évidemment, ça va plus vite. C'est-à-dire que les gens qui, finalement, dans un bilan, se rendent compte que leur métier ou leur secteur est plutôt fait pour eux, ça, cette réponse, elle arrive assez rapidement. En revanche, quand on cherche vraiment une reconversion radicale, ça peut prendre des mois, parce qu'entre le moment où on apprend à se connaître, ça prend un peu de temps, où on va explorer des pistes, le temps de tester, de parler à des gens et de digérer toutes ces infos-là, bah, c'est plusieurs semaines qui s'écoulent en fait. Et donc, c'est vraiment un processus qui va s'étaler sur 6 mois, voire, moi, ça m'est arrivé pour des reconversions totales, radicales, quasiment une année de processus. C'était le temps qui était bon pour la personne et finalement, cette année, il ne l'a pas beaucoup vu passer parce qu'il a été en action tout au long de l'année. Donc, et tout dépend aussi, alors après très concrètement, du dispositif que vous choisissez pour mener le chemin, parce que si vous êtes seul, bon, c'est vrai que celles et ceux qui fonctionnent seuls, en règle générale, ça prend quand même beaucoup de temps. Si vous faites un bilan de compétences, c'est un dispositif légal, donc il est encadré par la loi, donc on est sur en moyenne 3 mois et demi, voire 4. Si vous faites un bilan de carrière, on est souvent sur entre 4 à 6 mois. Si vous faites un outplacement, on peut être entre 6 à 12, 18 mois. Il y a aussi après la question du budget, mine de rien, qui arrive à un moment en ligne de compte. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas se mettre de couteau sous la gorge au niveau du timing et d'être dans un espace-temps qui est quand même qui peut être dilaté. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix. On a aussi des personnes qui viennent vers nous et qui, pour plein de raisons, et notamment parfois des questions de harcèlement, etc., ont besoin de changer vite. Ça, c'est encore un autre sujet. Et là où il faut en particulier prendre son temps, en tous les cas, je crois, c'est notamment quand on veut changer de voie suite à un épuisement, où là, en plus de la démarche introspective pour trouver sa voie, il y a aussi toute la préparation à la reprise, que ce soit une reprise entrepreneuriale ou salariale, dans la même boîte ou pas dans la même boîte. Là, il y a un vrai sujet qui est de s'éviter la rechute et de repartir comme en 40, etc. Donc là, il y a un sujet qui s'ajoute. Et là, le temps, du coup, peut être plus long. Ouais, merci pour la précision, parce qu'on avait dans le chat. On avait des questions dans le chat justement sur l'épuisement et le temps de repos et aussi de ne pas y aller trop vite non plus, c'est important ce que tu disais, Marina. Un grand merci parce que du coup, on a répondu à énormément de questions. On a des retours très positifs dans le chat, donc on est ravis. On vous mettra dans le mail que Nathan va vous envoyer très prochainement du coup toutes les coordonnées de Caroline et Marina, le site internet de Oser rêver sa carrière, le livre Trouver sa voie et
puis vous trouverez aussi comment les contacter directement dans le mail. Donc, n'hésitez pas, comme ça, pour ceux et celles qui ont encore des questions, qui veulent aller plus loin ou qui veulent passer à l'action, voilà, vous aurez toutes les ressources nécessaires. Je vous dis un grand merci, Marina et Caroline. Avec plaisir, Fabienne. Avec grand plaisir, et c'était chouette de commencer la journée avec vous. On n'avait jamais fait un Before Work le lundi matin et c'est cool. Bonne semaine à tous. Exactement. Merci, très bonne journée et à bientôt. Au plaisir. Merci. À bientôt.